Arthur Schopenhauer, L'art d'avoir toujours raison, traduction Wikisource. Introduction, la base de toute dialectique. Avant tout, il nous faut considérer l'essence de tout débat, ce qui s'y déroule réellement. Notre adversaire a posé une thèse, ou bien nous en avons formulé une, cela revient au même. Pour la réfuter, il existe deux modes et deux moyens. Grand 1. Les modes sont petit 1. Ad rem. Petit 2. Ad hominem ou ex concessis, c'est-à-dire montrer que la thèse ne s'accorde pas avec la nature des choses, la vérité objective absolue, ou du moins qu'elle est inconsistante avec d'autres thèses de l'adversaire, c'est-à-dire avec la vérité relative et subjective. Ce dernier mode ne produit qu'une conviction relative et ne fait aucune différence avec la vérité objective. Grand 2. Les moyens sont petit 1. Réfutation directe. Petit 2. Réfutation indirecte. La directe attaque la thèse sur ses raisons, l'indirecte sur ses conséquences. La directe montre qu'une thèse n'est pas vraie, l'indirecte qu'elle ne peut pas être vraie. Petit 1. Par le moyen direct, nous pouvons agir de deux façons, soit en exposant que les raisons de la thèse sont fausses, nego majorem, minorem, soit en admettant les raisons ou prémices, mais en démontrant que la thèse ne découle pas d'eux, nego consequentiam, c'est-à-dire attaquer la conclusion et sa forme. 2. Par la réfutation indirecte, nous faisons usage soit de diversion, soit d'instance. 1. La diversion. Nous acceptons la thèse adverse comme vraie, et nous exposons ce qui en découle à partir d'une autre proposition considérée comme vraie, pour aboutir à une conclusion manifestement fausse, soit parce qu'elle contredit la nature des choses, soit parce qu'elle contredit d'autres déclarations de l'adversaire ad rem ou ad hominem, Socrate, Hippias majeur et autres. Implicitement, la thèse adverse doit donc être fausse, car des deux prémices vraies, on ne peut aboutir qu'à une conclusion vraie, tandis que deux prémices fausses ne donnent pas forcément une conclusion fausse. 2. L'instance, exemplum in contrarium. Il s'agit de réfuter la thèse générale en se référant directement au cas particulier inclus, mais auquel il ne semble pas avoir de rapport, ce qui donne l'impression de discréditer la thèse elle-même. Telle est la structure basique, le squelette de tout débat, car tout débat repose dessus. Mais la controverse peut se baser là-dessus, ou seulement donner l'impression, et peut utiliser de véritables arguments comme de faux. C'est parce qu'il n'est pas aisé de discerner la vérité que les débats sont si longs et obstinés. Nous ne pouvons pas non plus séparer la vérité apparente de la véritable vérité, car même les débatteurs eux-mêmes n'en sont pas certains. Je vais donc décrire les différents stratagèmes sans m'occuper du vrai ou du faux, puisque la distinction ne peut être faite et que personne ne connaît la vérité objective et absolue. En outre, dans tout débat ou dispute sur n'importe quel sujet, il nous faut être d'accord sur quelque chose, et en principe, chacun doit bien vouloir porter un jugement sur ce dont il est question. Contra negantem principia non est disputadum. Stratagème 1. L'extension. Il s'agit de reprendre la thèse adverse en l'élargissant hors de ses limites, en lui donnant un sens aussi général et large que possible, tout en maintenant les limites de ses propres positions aussi restreintes que possible. Car plus une thèse est globale, et plus il est facile de lui porter des attaques. Se défendre de cette stratégie consiste à formuler une proposition précise sur le puncti et le status controversiae. Exemple 1. Je dis, les Anglais sont la première nation en ce qui concerne la dramaturgie. Mon adversaire tenta alors de donner une instance du contraire et répondit, il est bien connu que les Anglais ne sont pas doués en musique, et donc en opéra. Je réfutai l'attaque en lui rafraîchissant la mémoire. La musique ne fait pas partie de la dramaturgie, qui ne comprend que tragédie et comédie. Mon adversaire le savait probablement, mais avait tenté de généraliser mon propos, afin d'y inclure toutes les représentations théâtrales,
et donc l'opéra, et donc la musique, afin de me prendre en erreur sur ma thèse. Inversement, il est possible de défendre ces positions en réduisant davantage les limites dans lesquelles elles s'appliquent initialement, pour peu que notre formulation nous y aide. Exemple 2. A dit « La paix de 1814 a donné à toutes les villes allemandes de la ligne hanséatique leur indépendance. » Et B donne une assistentia in contrarium, en rappelant que Danzig a reçu son indépendance de Bonaparte et l'avait perdue par cette paix. A se sauve. J'ai dit toutes les villes allemandes de la Ligue hanséatique, Danzig étant une ville polonaise. Ce stratagème a déjà été mentionné par Aristote dans Topica 8, 12, 11. Exemple 3. Lamarck, dans sa philosophie zoologique, rejette l'idée que les polypes puissent éprouver des sensations, car ils sont dépourvus de nerfs. Il est cependant certain qu'il existe chez eux un sens de la perception. Ceux-ci s'orientent en direction de la lumière, en se déplaçant de tentacule en tentacule, et peuvent saisir leur proie. Il a donc été mis l'hypothèse que leur système nerveux s'étendait à travers tout le corps en égale mesure, comme s'ils étaient fusionnés avec, car il est évident que les polypes possèdent la faculté de perception, sans présenter d'organes sensoriels. Comme cette théorie réfute l'argument de Lamarck, celui-ci a recours à la dialectique. Dans ce cas, toutes les parties du corps des polypes doivent être capables de toutes sortes de perceptions, de mouvements et de pensées. Le polype aurait alors en chaque point de son corps tous les organes du plus parfait des animaux. Chaque point pourrait voir, sentir, goûter, écouter, ou mieux, penser, juger, faire des conclusions. Chaque particule de son corps serait un animal parfait. Et le polype serait au-dessus de l'homme, car chaque particule de son corps aurait toutes les capacités des hommes. En outre, il n'y aurait pas de raison de ne pas étendre ce qui est vrai pour le polype à tous les monades, puis aux plantes, lesquelles sont aussi vivantes, etc. En faisant usage de cette stratégie de dialectique, un écrivain trahit le fait qu'il sait avoir tort. Parce que quelqu'un dit « tout le corps perçoit la lumière et agit donc comme un nerf », Lamarck a étendu au fait que le corps était capable de penser. Stratagème 2. L'homonymie. Ce stratagème consiste à étendre une proposition à quelque chose qui a peu ou rien à voir avec le discours original, hormis la similarité des termes employés, afin de la réfuter triomphalement et donner l'impression d'avoir réfuté la proposition originale. Nota. Des mots sont synonymes lorsqu'ils représentent la même conception, tandis que des homonymes sont deux conceptions couvertes par le même mot. Voir Aristote, Topica 1, 13. Profond, coupant, haut, pour parler tantôt de corps, tantôt de ton, sont des homonymes, tandis que honorable et honnête sont des synonymes. On peut voir ce stratagème comme étant identique au sophisme ex homonymia. Cependant, si le sophisme est évident, il ne trompera personne. Omne lumen potest extingui, intellectus est lumen, intellectus potest extingui. Nous pouvons voir ici 4 termes. Lumière, utilisé à la fois au sens propre et au sens figuré. Mais dans les cas subtils, ces homonymes, couvrant plusieurs concepts, peuvent induire en erreur. Exemple 1. Vous n'êtes pas encore initié au mystère de la philosophie. Ah, mais s'il s'agit de mystère, cela ne m'intéresse pas. Exemple 2. J'ai condamné le principe d'honneur comme étant ridicule, car si un homme perd son honneur en recevant une insulte, il ne peut la laver qu'en rétorquant une insulte encore plus grande, ou en faisant couler le sang de son adversaire ou le sien. J'ai soutenu que le véritable honneur d'un homme ne pouvait être terni par dont il souffre, mais uniquement par ses actions, car il est impossible de prévoir ce qui peut nous arriver. Mon adversaire attaqua immédiatement mon argument en me prouvant triomphalement que lorsqu'un commerçant se faisait faussement accuser de malhonnêteté ou de mal tenir son affaire, c'était une attaque à son honneur, et ce dernier souffrait à cause de ce qu'il subissait, et ne pouvait être lavé qu'en punissant son agresseur et en le forçant à se rétracter. Ici,
L'homonyme imposé est celui entre l'honneur civique, également appelé bon nom ou renommée, qui peut souffrir de la diffamation et du scandale, et l'honneur chevaleresque, ou point d'honneur, qui peut souffrir de l'insulte. On ne peut pas tenir compte d'une attaque sur le premier, qui doit être réfutée en public, et donc avec la même justification. Une attaque sur le second ne peut pas non plus être ignorée, mais ne peut être lavée que par le duel ou une insulte encore plus grande. Nous avons là une confusion entre deux choses complètement différentes, qui se rassemblent dans l'homonyme honneur, d'où provient l'altération du débat. Stratagème 3. La généralisation des arguments adverses. Il s'agit de prendre une proposition relative et de la poser comme absolue, ou du moins la prendre dans un contexte complètement différent, puis la réfuter. L'exemple d'Aristote est le suivant. Le maure est noir, mais ses dents sont blanches. Il est donc noir et blanc en même temps. Il s'agit d'un exemple inventé, dont le sophisme ne trompera personne. Il faut donc prendre un exemple réel. Exemple 1. Lors d'une discussion concernant la philosophie, j'ai admis que mon système soutenait les quiétistes et les louait. Peu après, la conversation dévia sur Hegel, et j'ai maintenu que ses écrits étaient pour la plupart ridicules, ou du moins qu'il y avait de nombreux passages où l'auteur écrivait des mots en laissant au lecteur le soin de deviner leur signification. Mon adversaire ne tenta pas de réfuter cette affirmation ad rem, mais se contenta de l'argumentum ad hominem, en disant que je faisais la louange des quiétistes, alors que ceux-ci avaient également écrit de nombreuses bêtises. J'ai admis ce fait, mais pour le reprendre, j'ai dit que ce n'était pas en tant que philosophe et écrivain que je louais les quiétistes, c'est-à-dire de leur réalisation dans le domaine de la théorie, mais en tant qu'hommes et pour leur conduite dans le domaine pratique, alors que dans le cas d'Hegel, nous parlions de ces théories. Ainsi ai-je paré l'attaque. Les trois premiers stratagèmes sont apparentés. Ils ont en commun le fait que l'on attaque quelque chose de différent de ce qui a été affirmé. Ce serait un ignoratio elenchi, se faire battre de telle façon. Dans tous les exemples que j'ai donnés, ce que dit l'adversaire est vrai, et il se tient en opposition apparente et non réelle avec la thèse. Tout ce que nous avons à faire pour parer ce genre d'attaque est de nier la validité du syllogisme, c'est-à-dire la conclusion qu'il tire, parce qu'il est en tort et nous sommes dans le vrai. Il s'agit donc d'une réfutation directe de la réfutation per negationem consequentiae. Il ne faut pas admettre les véritables prémices, car on peut alors deviner les conclusions. Il existe cependant deux façons de s'opposer à cette stratégie que nous verrons dans les sections 4 et 5. Stratagème 4. Cacher son jeu. Lorsque l'on désire tirer une conclusion, il ne faut pas que l'adversaire voie où l'on veut en venir. On peut quand même lui faire admettre les prémices un par un, l'air de rien, sans quoi l'adversaire tentera de s'y opposer par toutes sortes de chicanes. S'il est douteux que l'adversaire admette les prémices, il faut établir des prémices à ces prémices, faire des pré-syllogismes, et s'arranger pour les faire admettre, peu importe l'ordre. Vous cachez ainsi votre jeu jusqu'à ce que votre adversaire ait approuvé tout ce dont vous aviez besoin pour l'attaquer. Ces règles sont données dans Aristote Topica 8.1. Ce stratagème n'a pas besoin d'être illustré par un exemple. Stratagème 5. Faux arguments. On peut, pour prouver une assertion, dans le cas où l'adversaire refuse d'approuver de vrais arguments, soit parce qu'il n'en perçoit pas la véracité, soit parce qu'il devine où on veut en venir, utiliser des arguments que l'on sait être faux. Dans ce cas, il faut prendre les arguments faux en eux-mêmes, mais vrais ad hominem, et argumenter avec la façon de penser de l'adversaire, c'est-à-dire ex concessis. Une conclusion vraie peut en effet découler de fausses prémices, mais pas l'inverse. De même, on peut détourner les faux arguments de l'adversaire par de faux arguments qu'il pense être vrais. Il faut utiliser son mode de pensée contre lui. Ainsi, s'il est membre d'une secte à laquelle nous n'appartenons pas, nous pouvons utiliser la doctrine de secte contre lui. Aristote, Topica 8, 9. Stratagème 6. Postuler ce qui n'a pas été prouvé.
on fait une petitio principii en postulant ce qui n'a pas été prouvé, soit 1. En utilisant un autre nom, par exemple bonne réputation au lieu de honneur, vertu au lieu de virginité, ou en utilisant des mots intervertibles comme animaux à sang rouge au lieu de vertébrés. 2. En faisant une affirmation générale, couvrant ce dont il est question dans le débat, par exemple maintenir la certitude de la médecine en postulant la certitude de toute la connaissance humaine. 3. Ou vice-versa, si deux choses découlent l'une de l'autre, que l'une reste à prouver, on peut postuler l'autre. 4. Si une proposition générale reste à prouver, on peut amener l'adverse à admettre chaque point particulier. Ceci est l'inverse du deuxième cas. Aristote, Topica 8.11. Le dernier chapitre du Topica contient de bonnes règles pour s'entraîner à la dialectique. Stratagème 7. Atteindre le consensus par des questions. Si le débat est conduit de façon relativement stricte et formelle, et qu'il y a le désir d'arriver à un consensus clair, celui qui formule une proposition et veut la prouver peut s'opposer à son adversaire en posant des questions afin de démontrer la véracité par ses admissions. Cette méthode érothématique, également appelée socratique, était particulièrement en usage chez les anciens, et quelques stratagèmes développés plus loin y sont associés. Ceux-ci dérivent librement des réfutations sophistiques d'Aristote. Chapitre 15. L'idée est de poser beaucoup de questions à large portée, en même temps, comme pour cacher ce que l'on désire faire admettre. On soumet ensuite rapidement l'argument découlant de ces admissions. Ceux qui ne sont pas vifs d'esprit ne pourront pas suivre avec précision le débat et ne remarqueront pas les erreurs, oublis de la démonstration. Stratagème 8. Fâcher l'adversaire. Provoquez la colère de votre adversaire. La colère voile le jugement, et il perdra de vue où sont ses intérêts. Il est possible de provoquer la colère de l'adversaire en étant injuste envers lui à plusieurs reprises, ou par des chicanes, et en étant généralement insolent. Stratagème 9. Posez les questions dans un autre ordre. Posez vos questions dans un ordre différent de celui duquel la conclusion dépend, et transposez-les de façon à ce que l'adversaire ne devine pas votre objectif. Il ne pourra alors pas prendre de précautions, et vous pouvez utiliser ces réponses pour arriver à des conclusions différentes, voire opposées. Ceci est apparenté au stratagème 4, cacher son jeu. Stratagème 10. Prendre avantage de l'antithèse. Si vous vous rendez compte que votre adversaire répond par la négative à une question à laquelle vous avez besoin qu'il réponde par la positive dans votre argumentation, interrogez-le sur l'opposé de votre thèse, comme si c'était cela que vous vouliez lui faire approuver, ou donnez-lui le choix de choisir entre les deux, afin qu'il ne sache pas à laquelle des deux propositions vous voulez qu'il adhère. Stratagème 11. Généralisez ce qui porte sur des cas précis. Faites une induction et arrangez-vous pour que votre adversaire concède des cas particuliers qui en découlent, sans lui dire la vérité générale que vous voulez lui faire admettre. Introduisez plus tard cette vérité comme un fait admis, et sur le moment, il aura l'impression de l'avoir admise lui-même, et les auditeurs auront également cette impression, car ils se souviendront de nombreuses questions sur les cas particuliers que vous aurez posés. Stratagème 12. Choisir des métaphores favorables. Si la conversation porte autour d'une conception générale, qui ne porte pas de nom mais requiert une désignation métaphorique, il faut choisir une métaphore favorable à votre thèse. Par exemple, les mots servile et libéral, utilisés pour désigner les partis politiques espagnols, furent manifestement choisis par ces derniers. Le terme protestant fut choisi par les protestants, ainsi que le terme évangéliste par les évangélistes, mais les catholiques les appellent des hérétiques. On peut agir de même pour les termes ayant des définitions plus précises. Par exemple, si votre adversaire propose une altération, vous l'appellerez une innovation, car ce terme est péjoratif. Si vous êtes celui qui fait une proposition, ce sera l'inverse. Dans le premier cas, vous vous référez à votre adversaire comme étant l'ordre établi, dans le second cas comme préjugé désuet.
Ce qu'une personne impartiale appellerait culte ou pratique de la religion serait désigné par un partisan comme piété ou bénédiction divine et par un adversaire comme bigoterie ou superstition. Au final, il s'agit là d'un petitio principii. Ce qui n'a pas été démontré est utilisé comme postulat pour en tirer un jugement. Là où une personne parle de mise en détention provisoire, une autre parlera de mettre sous les verrous. Un interlocuteur trahira aussi souvent ses positions par les termes qu'il emploie. De tous les stratagèmes, celui-ci est le plus couramment utilisé, et utilisé d'instinct. L'un parlera de prêtre, là où un autre parlera de ratichon. Zèle religieux égale fanatisme. Indiscrétion ou galanterie égale adultère. Équivoque égale salace. Embarras égale banqueroute. Par l'influence et les connexions égale par les pots de vin et le népotisme. Sincère gratitude égale bon paiement, etc. Stratagème 13. Fait rejeter l'antithèse. Pour que notre adversaire accepte une proposition, il faut également lui fournir la contre-proposition et lui donner le choix entre les deux, en accentuant tellement le contraste que, pour éviter une position paradoxale, il se ralliera à notre proposition, qui est celle qui paraît le plus probable. Par exemple, si vous voulez lui faire admettre qu'un garçon doit faire tout ce que son père lui dit de faire, posez-lui la question. Faut-il en toute chose obéir ou bien désobéir à ses parents? De même, si l'on dit d'une chose qu'elle se déroule souvent, demandez si par souvent il faut comprendre peu ou beaucoup de cas, et il vous dira beaucoup. C'est comme si l'on plaçait du gris à côté du noir et qu'on l'appelait blanc, ou à côté du blanc et qu'on l'appelait noir. Stratagème 14. Clamer victoire malgré la défaite. Il est un piège effronté que vous pouvez poser contre votre adversaire. Lorsque votre adversaire aura répondu à plusieurs questions, sans qu'aucune des réponses ne se soit montrée favorable quant à la conclusion que vous défendez, présentez quand même votre conclusion triomphalement, comme si votre adversaire l'avait prouvé pour vous. Si votre adversaire est timide ou stupide, et que vous vous montrez suffisamment audacieux et parlez suffisamment fort, cette astuce pourrait facilement réussir. Ce stratagème est apparenté au fallacia non causae ut causae. Stratagème 15. Utiliser des arguments absurdes. Si nous avons avancé une proposition paradoxale et que nous avons du mal à la prouver, nous pouvons proposer à notre adversaire une proposition qui paraît correcte, mais dont la vérité n'est pas tout à fait palpable à première vue, comme si nous désirions nous servir de cette proposition comme preuve. Si l'adversaire rejette cette proposition par méfiance, nous proclamerons triomphalement l'avoir menée ad absurdum. Si en revanche il accepte la proposition, cela montre que nous étions raisonnablement dans le vrai et pouvons continuer dans cette voie. Nous pouvons aussi avoir recours au stratagème précédent et déclarer notre position paradoxale démontrée par la proposition qu'il a admise. Cela demande une impudence extrême, mais de tels cas arrivent, et il est des personnes qui procèdent ainsi d'instinct. Stratagème 16. Argument ad hominem. L'argumenta ad hominem ou ex concessis. Lorsque notre adversaire fait une proposition, il faut vérifier si celle-ci ne serait pas inconsistante, même si ce n'est qu'une apparence, avec d'autres propositions qu'il a faites ou admises, ou avec les principes de l'école et de la secte à laquelle il appartient, ou avec les actions des membres de son culte, au pire avec ceux qui donnent l'impression d'avoir les mêmes opinions, même si c'est infondé. Par exemple, s'il défend le suicide, on peut lui répondre « Alors, pourquoi ne te pends-tu pas ?» Ou encore, s'il soutient qu'il ne fait pas bon vivre à Berlin, on peut rétorquer « Pourquoi ne prends-tu pas le premier express pour la quitter ?» Tel est le genre de chicane que l'on peut utiliser. Stratagème 17. Se défendre en coupant les cheveux en 4. Si l'adversaire nous repousse en présentant les preuves contraires, il est souvent possible de se sauver en établissant une fine distinction à laquelle nous n'avions pas pensé auparavant. Ceci s'applique dans le cas du double sens ou double cas. Stratagème 18. Interrompre et détourner le débat. Si nous nous rendons compte que l'adversaire a entrepris une série d'arguments
qui va mener à notre défaite, il ne faut pas lui permettre d'arriver à conclusion, mais l'interrompre au milieu de son argumentation, le distraire et dévier ce sujet pour l'amener à d'autres. On peut utiliser une mutatio controversiae, voire stratagème 29. Stratagème 19. Généraliser plutôt que de débattre de détails. Si l'adversaire nous défie expressément de mettre à mal un point particulier de son argumentation, mais que nous ne voyons pas grand-chose à y redire, nous devons tenter de généraliser le sujet puis de l'attaquer là-dessus. Si on nous demande d'expliquer pourquoi on ne peut pas faire confiance à une certaine hypothèse physique, nous pouvons invoquer la faillibilité de la connaissance humaine en citant plusieurs exemples. Stratagème 20. Tirer des conclusions. Lorsque nous avons postulé nos prémices et que l'adversaire les a admises, il faut s'abstenir de lui demander de tirer lui-même conclusion et le faire soi-même immédiatement. Et même s'il manque une prémisse ou deux, nous pouvons faire comme si elles avaient été admises et annoncer la conclusion. Il s'agit d'une application du fallacia not causae ut causae. Stratagème 21. Répondre à de mauvais arguments par de mauvais arguments. Lorsque l'adversaire use d'un argument superficiel ou sophistique et que nous voyons à travers, il est certes possible de le réfuter en exposant son caractère superficiel, mais il est préférable d'utiliser un contre-argument tout aussi superficiel et sophistique. En effet, ce n'est pas de la vérité dont nous nous préoccupons, mais de la victoire. S'il utilise par exemple un argumentum ad hominem, il suffit d'y répondre par un contre-argumentum ad hominem, ex concequis. Il est en général plus court de procéder ainsi que de s'établir la vérité par une longue argumentation. Stratagème 22. Petitio principii. Si notre adversaire veut que nous admettions quelque chose, à partir duquel le point problématique du débat s'ensuit, il faut refuser en déclarant que l'adversaire fait un petitio principii. L'auditoire identifiera immédiatement tout argument similaire comme tel et privera l'adversaire de son meilleur argument. Stratagème 23. Forcer l'adversaire à l'exagération. La contradiction et la dispute incitent l'homme à l'exagération. Nous pouvons ainsi, par la provocation, inciter l'adversaire à aller au-delà des limites de son argumentation pour le réfuter et donner l'impression que nous avons réfuté l'argumentation elle-même. De même, il faut faire attention à ne pas exagérer ses propres arguments sous l'effet de la contradiction. L'adversaire cherchera souvent lui-même à exagérer nos arguments au-delà de leurs limites, et il faut l'arrêter immédiatement pour le ramener dans les limites établies. Voilà ce que j'ai dit, et rien de plus. Stratagème 24. Tirer de fausses conclusions. Il s'agit de prendre une proposition de l'adversaire et d'en déformer l'esprit pour en tirer de fausses propositions, absurdes et dangereuses, que sa proposition initiale n'incluait pas. Cela donne l'impression que sa proposition a donné naissance à d'autres, qui sont incompatibles entre elles, ou défient une vérité acceptée. Il s'agit d'une réfutation indirecte, une apagogie, qui est une autre application de fallacia non causae ut causae. Stratagème 25. Trouver une exception. Il s'agit d'une apagogie à travers une instance, un exemplum in contrarium. Inductio nécessite un grand nombre d'instances, bien définies, pour établir comme une proposition universelle, tandis que l'inductio ne requiert qu'une seule instance à laquelle la proposition ne s'applique pas et qui la réfute. C'est ce qui s'appelle une instance, exemplum in contrarium, instantia. Par exemple, la phrase « Tous les ruminants ont des cornes » est réfutée par la seule instance du chameau. L'instance s'applique là où une vérité fondamentale cherche à être mise en application, mais que quelque chose est inséré dans la définition, qui ne la rend pas universellement vraie. Il est cependant possible de se tromper, et avant d'utiliser des instances, il faut vérifier. 1. Si l'exemple est vrai, car il y a des cas dans lesquels l'unique exemple n'est pas vrai, comme dans le cas de miracles, d'histoires de fantômes, etc. 2.
Si l'exemple entre dans la proposition de conception de la vérité qui est établie par la proposition, car ça pourrait n'être qu'apparent, et le sujet est de nature à être réglé par des distinctions précises. 3. Si l'exemple est réellement inconsistant avec la proposition, car là encore, ce n'est souvent qu'apparent. Stratagème 26. Retourner un argument contre l'adversaire. Un coup brillant est le retorsio argumenti, par lequel on retourne l'argument d'un adversaire contre lui. Si par exemple celui-ci dit « Ce n'est qu'un enfant, il faut être indulgent », le retorsio serait « C'est justement parce que c'est un enfant qu'il faut le punir, ou il gardera de mauvaises habitudes. » Stratagème 27. La colère est une faiblesse. Si l'adversaire se met particulièrement en colère lorsque l'on utilise un certain argument, il faut l'utiliser avec d'autant plus de zèle, non seulement parce qu'il est bon de le mettre en colère, mais parce qu'on peut présumer avoir mis le doigt sur le point faible de son argumentation, et qu'il est d'autant plus exposé maintenant qu'il s'est trahi. Stratagème 28. Convaincre le public et non l'adversaire. Il s'agit du genre de stratégie que l'on peut utiliser lors d'une discussion entre érudits, en présence d'un public non instruit. Si vous n'avez pas d'argumentum ad rem, ni même d'ad hominem, vous pouvez en faire un ad auditores, c'est-à-dire une objection invalide, mais invalide seulement pour un expert. Votre adversaire aura beau être un expert, ceux qui composent le public n'en sont pas, et à leurs yeux, vous l'aurez battu, surtout si votre objection le place sous un joug ridicule. Les gens sont prêts à rire, et vous avez les rires à vos côtés. Montrer que votre objection est invalide nécessitera une explication longue, faisant référence à des branches de la science dont vous débattez, et le public n'est pas spécialement disposé à l'écouter. Exemple. L'adversaire dit que lors de la formation des chaînes de montagne, le granit et les autres éléments qui la composent étaient, en raison de leur très haute température, dans un état fluide ou en fusion et que la température devait atteindre les 250 degrés, que lorsque la masse s'est formée, elle fut recouverte par la mer. Nous répondons par un argumentum ad auditores qu'à ces températures-là, et même bien avant, vers 100 degrés, la mer se serait mise à bouillir et se serait évaporée. L'auditoire éclate de rire. Pour réfuter notre objection, notre adversaire devrait montrer que le point d'ébullition ne dépend pas seulement de la température, mais aussi de la pression, et que dès que la moitié de l'eau de mer se serait évaporée, la pression aurait suffisamment augmenté pour que le reste à l'état liquide à 250 degrés. Il ne peut donner cette explication, car pour faire cette démonstration, il faudrait donner un cours à un auditoire qui n'a pas de connaissances en physique. Stratagème 29. Faire diversion. Lorsque l'on se rend compte que l'on va être battu, on peut faire une diversion, c'est-à-dire commencer à parler de quelque chose de complètement différent, comme si ça avait un rapport avec le débat et consistait en un argument contre votre adversaire. Cela peut être fait innocemment si cette diversion avait un lien avec le thema questionis. Mais dans le cas où il n'y en a pas, c'est une stratégie effrontée pour attaquer votre adversaire. Par exemple, j'ai loué le système chinois, où la transmission des charges ne se faisait pas entre nobles par hérédité, mais après un examen. Mon adversaire avait soutenu que le droit de naissance, qu'il tenait en haute opinion, plus que la capacité d'apprentissage, rendait les gens capables d'occuper un poste. Nous avons débattu, et il s'est trouvé dans une situation difficile. Il a fait diversion et a déclaré que les Chinois de tout rang étaient punis par la bastonnade, et a fusionné ce fait avec leur habitude de boire du thé, afin de s'en servir comme point de départ pour critiquer les Chinois. Le suivre dans cette voie aurait été se dépouiller d'une victoire déjà acquise. La diversion est un stratagème particulièrement effronté, lorsqu'il consiste à complètement abandonner les questionnis pour soulever une question du type « Oui, et comme vous le souteniez jusqu'ici, etc. » car le débat devient alors personnel, ce qui sera le dernier stratagème dont nous parlerons. Autrement dit, on se trouve à mi-chemin entre l'argumentum ad personam, dont nous discutons ici,
et l'argumentum ad hominem. Ce stratagème est inné et peut souvent se voir lors de disputes entre tout un chacun. Si l'une des parties fait un reproche personnel contre l'autre, cette dernière, au lieu de la réfuter, l'admet et reproche à son adversaire autre chose. C'est ce genre de stratagème qu'utilisa Scipion lorsqu'il attaqua les Carthaginois, non pas en Italie mais en Afrique. À la guerre, ce genre de diversion peut être approprié sur le moment, mais lors des débats, ce sont de pauvres expédients car leurs proches demeurent et ceux qui ont coûté le débat ne retiennent que le pire des deux camps. Ce stratagème ne devra être utilisé que faute de mieux. Stratagème 30. Argument d'autorité. L'argumentum ad verequindiam. Celui-ci consiste à faire appel à une autorité plutôt qu'à la raison, et d'utiliser une autorité appropriée aux connaissances de l'adversaire. Unus quisque ma vult credere quam judicare, dit Sénèque dans De Vita Beata 1.4. Il est donc facile de débattre lorsqu'on a une autorité à ses côtés que notre adversaire respecte. Plus ses capacités et connaissances sont limitées, et plus le nombre d'autorités qui font impression sur lui est grand. Mais si ses capacités et connaissances sont d'un haut niveau, il y en aura peu, voire pratiquement pas. Peut-être connaîtra-t-il l'autorité d'un professionnel versé dans une science, un art ou un artisanat, dont il ne connaît peu ou rien, mais il aura plus tendance à ne pas leur faire confiance. À l'inverse, les personnes ordinaires ont un profond respect pour les professionnels de tous bords. Ils ne se rendent pas compte que quelqu'un fait carrière non par amour pour son sujet, mais pour l'argent qu'il se fait dessus, qu'il est donc rare que celui qui enseigne un sujet le connaisse sur le bout des doigts, car le temps nécessaire pour l'étudier ne laisserait souvent que peu de place pour l'enseigner. Mais il y a beaucoup d'autorités qui ont le respect du vulgus sur tout type de sujet. Donc, si nous ne trouvons pas d'autorité appropriée, nous pouvons en utiliser une qui le paraît ou reprendre ce qu'a dit quelqu'un, hors contexte. Les autorités que l'adversaire ne comprend pas sont généralement celles qui ont le plus d'impact. Les illettrés ont un certain respect pour les phrases grecques ou latines. On peut alors, si nécessaire, non seulement déformer les paroles de l'autorité, mais carrément la falsifier, ou leur faire dire quelque chose de votre invention. Souvent, l'adversaire n'a pas de livre à la main, et ne peut pas en faire usage. Le plus bel exemple réside en ce curé français qui, pour ne pas avoir à paver la rue devant sa maison, comme devaient le faire tous les autres citoyens, cita une phrase qu'il déclara biblique, « Paveant illi, ego non pavebo », qui convainquit les conseillers municipaux. En outre, un préjugé universel peut également servir comme autorité, parce que peu de personnes croient, comme le disait Aristote, que « il n'y a pas d'opinion, si absurde soit-elle, que les hommes ne soient pas prêts à embrasser dès qu'ils peuvent, pourvu qu'on puisse les convaincre que c'est une vue généralement admise. » L'exemple affecte leurs pensées, leurs actions. Ils sont comme des moutons, suivant celui qui porte le grelot, qui les mène. Il est pour eux plus facile de mourir que de réfléchir. Il est particulièrement étrange que l'universalité d'une opinion ait autant de poids lorsque, par l'expérience, on sait que son acceptation n'est guère qu'un processus imitatif, sans aucune réflexion. Cependant, ils ne se posent pas cette question, parce qu'ils ne possèdent plus de connaissances qui leur soient propres. Seuls les élus disent avec Platon que le vulgus a beaucoup de bêtises dans le crâne, mais cela prendrait trop de temps que d'y remédier. L'opinion du public n'est pas en soi une preuve, ni même une probabilité de la véracité des arguments adverses. Ceux qui le maintiennent doivent prendre en compte 1. Que le temps ôte à une opinion universelle sa force démonstrative. Autrement, les erreurs du passé que l'on tenait pour vérité devraient toujours être d'actualité. Il faudrait par exemple restaurer le système ptolémaïque ou ramener le catholicisme dans les pays protestants. 2. Que l'espace a le même effet. Autrement, l'universalité respective du bouddhisme, du christianisme et de l'islam poserait une difficulté. Ce qu'on appelle l'opinion générale est somme toute l'opinion de 2 ou 3 personnes, et il est aisé de s'en convaincre lorsque l'on comprend comment l'opinion se développe. Ces 2 ou 3 personnes qui formulent la première instance l'acceptent et la développent, ou la maintiennent,
et qui sont persuadés de l'avoir suffisamment éprouvé. Puis quelques autres personnes, persuadées que ces premières personnes avaient les capacités nécessaires, ont également accepté ces opinions. Puis, là encore, acceptées par beaucoup d'autres dans la paresse, à tôt fait de convaincre qu'il valait mieux y croire plutôt que de se fatiguer à éprouver eux-mêmes la théorie. Ainsi, le nombre de ces adhérents paresseux et crédules grossit de jour en jour, car ceux-ci n'allaient guère au-delà du fait que les autres n'ont pu être convaincus par la pertinence des arguments. Le reste ne pouvait alors que prendre pour acquis ce qui était universellement accepté, afin de ne pas passer pour des révoltés résistant aux opinions que tout le monde avait acceptées, soit des personnes se croyant plus intelligentes que le reste du monde. Lorsque l'opinion atteint ce stade, y adhérer devient un devoir, et le peu de personnes capables de former un jugement doivent rester silencieux. Ceux qui parlent sont incapables de former leurs propres opinions, et ne se font que l'écho des opinions d'autres personnes. Et pourtant sont capables de les défendre avec une ferveur, une intolérance immense. Ce que l'on déteste dans les personnes qui pensent différemment n'est pas leurs opinions, mais leur présomption de vouloir formuler leur propre jugement, une présomption dont eux-mêmes ne se croient pas coupables, ce dont ils ont secrètement conscience. Pour résumer, peu de personnes savent réfléchir, mais tout le monde veut avoir une opinion. Et que reste-t-il sinon prendre celle des autres, plutôt que de se forger la sienne, et comme ce qui arrive, quelle valeur peut donc donner à cette opinion, combien même 100 millions de personnes la supportent? C'est comme un fait historique, rapporté par des centaines d'historiens qui se seraient plagiés les uns les autres. Au final, on remonte qu'à un seul individu. Dico ego tu dicis, sed denique dixit et ille, dictaque postoties, nil nisi dicta vides. Et pourtant, on peut utiliser l'opinion générale dans un débat avec des personnes ordinaires. On peut se rendre compte que lorsque deux personnes débattent, c'est le genre d'arme que tous deux vont utiliser à outrance. Si quelqu'un de plus intelligent doit avoir affaire à eux, il lui est recommandé de condescendre à user de cette arme confortable et d'utiliser des autorités qui feront forte impression sur le point faible de son adversaire. Car contre cette arme, la raison est ex hypothetis, aussi insensible qu'un Siegfried cornu, immergé dans le flot de l'incapacité et de l'incapacité de juger. Devant un tribunal, on débat qu'avec des autorités, celles de la loi, dont le jugement consiste à trouver quelle loi ou quelle autorité s'applique à l'affaire dont il est question. Il y a pourtant tout à fait place à user de la dialectique, car si l'affaire et la loi ne s'ajustent pas complètement, on peut les tordre jusqu'à ce qu'elles le paraissent, et vice-versa. Stratagème 31. Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Si on se retrouve dans une situation où l'on ne sait pas quoi rétorquer aux arguments de l'adversaire, on peut, par une fine ironie, se déclarer incapable de porter un jugement. Ce que vous me dites dépasse mes faibles capacités d'entendement. Ça peut très bien être correct, mais je ne comprends pas suffisamment, et je m'abstiendrai donc de donner un avis. En procédant ainsi, on insinue auprès de l'auditoire, auprès duquel votre réputation est établie, que votre adversaire dit des bêtises. Ainsi, lorsque la critique de la raison pure de Kant commença à faire du bruit, de nombreux professeurs de l'ancienne école éclectique déclarèrent « Nous n'y comprenons rien », croyant que cela résoudrait l'affaire. Mais lorsque les adhérents de la nouvelle école leur prouvèrent avoir raison, ceux qui déclarèrent n'y avoir rien compris en furent pour leurs frais. On aura besoin d'avoir recours à cette tactique uniquement lorsqu'on est certain que l'audience est plus inclinée en notre faveur qu'envers l'adversaire. Un professeur pourrait par exemple s'en servir contre un élève. À proprement parler, ce stratagème appartient au stratagème précédent, où l'on fait usage de sa propre autorité au lieu de chercher à raisonner, et d'une façon particulièrement malicieuse. La contre-attaque est de dire « Toutes mes excuses, mais avec votre intelligence pénétrante, il doit vous être particulièrement aisé de pouvoir comprendre n'importe quoi, et c'est donc ma pauvre argumentation qui est en défaut. » Et de continuer à lui graisser la patte jusqu'à ce qu'il nous comprenne, nolens volens, qu'il nous apparaît clair qu'il n'avait vraiment pas compris. Ainsi partons cette attaque. Si l'adversaire insinue que nous disons des bêtises,
nous insinuons qu'il est un imbécile, le tout dans la politesse la plus exquise. Stratagème 32. Principe de l'association dégradante. Lorsque l'on est confronté à une assertion de l'adversaire, il y a une façon de l'écarter rapidement, ou du moins de jeter l'opprobre dessus en le plaçant dans une catégorie péjorative, même si l'association n'est qu'apparentée au trait tenu. Par exemple, que c'est du manichéisme, ou de l'arianisme, du pélagianisme, de l'idéalisme, du spinozisme, du panthéisme, du brownianisme, du naturalisme, de l'athéisme, du rationalisme, du spiritualisme, du mysticisme. Nous acceptons du coup deux choses. 1. Que l'assertion en question est apparentée ou contenue dans la catégorie citée. Oh, j'ai déjà entendu ça. 2. Que le système auquel on se réfère a déjà été complètement réfuté et ne contient pas un seul mot de vrai. Stratagème 33. En théorie, oui. En pratique, non. C'est peut-être vrai en théorie, mais en pratique, ça ne marche pas. Par ce sophisme, on admet les prémices, mais on nie les conséquences, et ce en contradiction avec la règle de logique ad ratione, ad rationatum valet consequentia. L'assertion est basée sur une impossibilité. Ce qui est correct en théorie doit marcher en pratique. Et si ça ne marche pas, c'est qu'il y a une erreur dans la théorie, quelque chose qui a été oublié, et que c'est donc la théorie qui est fausse. Stratagème 34. Accentuer la pression. Lorsque vous soulevez un point ou posez une question à laquelle l'adversaire ne donne pas de réponse directe, mais l'évite par une autre question, une réponse indirecte ou quelque chose qui n'a rien à voir, et d'une façon générale cherche à détourner le sujet, c'est un signe certain que vous avez touché un point faible, parfois sans même le savoir, et que vous l'avez en somme réduit au silence. Vous devez donc appuyer davantage sur ce point et ne pas laisser votre adversaire l'éviter, même si vous ne savez pas où réside exactement la faille. Stratagème 35. Les intérêts sont plus forts que la raison. Dès que ce stratagème peut être utilisé, tous les autres perdent leur utilité. Au lieu de tenter d'argumenter avec l'intellect de l'adversaire, nous pouvons appeler à ses intentions et à ses motifs. Et si lui et l'auditoire ont les mêmes intérêts, ils se rallieront à notre opinion, combien même elle fut empruntée à un asile d'aliénés. Car de manière générale, un poids d'intention pèse plus que 100 de raison et d'intelligence. Ceci n'est bien entendu vrai que dans certaines circonstances. Si l'on arrive à faire sentir à l'adversaire que son opinion, si elle s'avérait juste, porterait un préjudice notable à ses intérêts, il la laisserait tomber comme une barre de fer chauffée prise par inadvertance. Par exemple, un prêtre défend un certain dogme philosophique. Si on lui signifie que celui-ci serait en contradiction avec une des doctrines fondamentales de son Église, il l'abandonnerait. Un propriétaire terrien soutient l'utilisation de machinerie agricole, telle qu'elle est pratiquée en Angleterre, car une seule machine à vapeur accomplit le travail de nombreux hommes. Si quelqu'un lui fait remarquer que bientôt les transports seront également assurés par des machinistes à vapeur, et qu'en conséquence le prix de ces étalons chutera de manière dramatique, voyons voir ce qu'il va dire. Dans de telles situations, généralement, le sentiment de tout le monde se retrouve dans la situation « quam temerei nostem legem sancimus iniquam ». De même, si l'auditoire appartient à la même secte, guide, industrie, club, etc., que nous, et pas notre adversaire, sa thèse ne devient plus correcte dès lors qu'elle porte atteinte aux intérêts communs de la dite guilde. Et les auditeurs trouveront les arguments de notre adversaire faibles et abominables, peu importe leur qualité, tandis que les nôtres seront jugés corrects et appropriés, même s'il ne s'agissait que de vagues conjectures. Nous nous ferons applaudir par la foule, tandis que l'adversaire devra honteusement quitter les lieux. Oui, l'auditoire, de façon générale, sera d'accord avec nous uniquement par pure conviction, car ce qui apparaît comme étant désavantageux pour nous leur paraîtra intellectuellement absurde. Intellectus luminis sicis non et recipit infusionum ad voluntate et affectibus. Ce stratagème pourrait s'appeler « toucher l'arbre par la racine » et porte le nom plus courant
d'argumentum ad utili. Stratagème 36. Déconcerter l'adversaire par des paroles insensées. Nous pouvons stupéfier l'adversaire en utilisant des paroles insensées. Ce stratagème est basé sur le fait que gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn nur Worte hört, es muss sich dabei doch auch was denken lassen. S'il est secrètement conscient de sa propre faiblesse et est habitué à entendre de nombreuses choses qu'il ne comprend pas, mais fait semblant de les avoir comprises, on peut aisément l'impressionner en sortant des tirades à la formulation érudite. Mais nous ne voulons rien dire du tout, ce qui le prive de l'ouïe, de la vue et de la pensée. Ce sous-entend qu'il s'agit d'une preuve indiscutable de la véracité de notre thèse. Il est bien connu que dans les temps modernes, certains philosophes ont utilisé ce stratagème contre tout le peuple allemand, avec un brillant succès. Mais comme il s'agit d'exempla odiosa, nous pouvons préférer nous référer au Vicar of Wakenfield de Goldsmith, chapitre 7. Stratagème 36. Une fausse démonstration signe la défaite, devrait être le premier. Lorsque l'adversaire a raison, mais a, par bonheur, utilisé une fausse démonstration, nous pouvons facilement la réfuter et déclamer ensuite avoir réfuté en même temps toute la théorie. Ce stratagème devrait être l'un des premiers à être exposé, car il est somme toute un argumentum ad hominem présenté comme un argumentum ad rem. Si lui ou l'auditoire n'ont plus aucune démonstration valable à soumettre, nous avons alors triomphé. Par exemple, lorsque quelqu'un avance l'argument ontologique pour prouver l'existence de Dieu, alors que cet argument est facilement réfutable. C'est ainsi que les mauvais arguments perdent de bonnes affaires, en tentant de les soutenir par des autorités qui ne sont pas appropriées, lorsqu'aucune ne leur vient à l'esprit. Stratagème 38. Ultime stratagème. Soyez personnel, insultant, malpoli. Lorsque l'on se rend compte que l'adversaire nous est supérieur et nous ôte toute raison, il faut alors devenir personnel, insultant, malpoli. Cela consiste à passer du sujet de la dispute, que l'on a perdu, au débatteur lui-même, en attaquant sa personne. On pourrait appeler ça un argumentum ad personam, pour le distinguer de l'argumentum ad hominem, ce dernier passant de la discussion objective d'un sujet à l'attaque de l'adversaire en le confrontant à ses admissions ou à ses paroles par rapport à ce sujet. En devenant personnel, on abandonne le sujet lui-même pour attaquer la personne elle-même. On devient insultant, malveillant, injurieux, vulgaire. C'est un appel des forces de l'intelligence dirigé à celle du corps ou à l'animalisme. C'est une stratégie très appréciée, car tout le monde peut l'appliquer. Elle est donc particulièrement utilisée. On peut maintenant se demander quelle est la contre-attaque, car si on a recours à la même stratégie, on risque une bataille, un duel, voire un procès pour diffamation. Ce serait une erreur que de croire qu'il suffit de ne pas devenir personnel soi-même, car montrer calmement à quelqu'un qu'il a tort, que ce qu'il dit et le pense est incorrect, processus qui se retrouve dans chaque victoire dialectique, nous l'aigrissons encore plus que si nous avions utilisé une expression malpolie ou insultante. Pourquoi donc? Parce que, comme le dit Hobbes dans son De Clive, chapitre 1, Omnis animis voluptas, omnisque alacritas in eocita est, quod quis habeat quibuscum conferesse, possit magnifices sentire de seipso. Pour l'homme, rien n'est plus grand que de satisfaire sa vanité, et aucune blessure n'est plus douloureuse que celle qu'il y a infligée. De là viennent des expressions comme « l'honneur est plus cher que la vie », etc. La satisfaction de cette vanité se développe principalement en se comparant aux autres sous tous aspects, mais essentiellement en comparant la puissance des intellects. La manière la plus effective et la plus puissante de se satisfaire se trouve dans les débats, d'où l'aigreur de celui qui est battu et son recours à l'art ultime, ce dernier stratagème. On ne peut y échapper par la simple courtoisie. Garder son sang-froid peut cependant être salutaire. Dès que l'adversaire passe aux attaques personnelles, on répond calmement qu'elles n'ont rien à voir avec l'objet du débat. On y ramène immédiatement la conversation
et on continue de lui montrer à quel point il a tort, sans tenir compte de ses insultes. Mais ce genre de comportement n'est pas donné à tout le monde. Le seul comportement sûr est donc celui que mentionne Aristote dans le dernier chapitre de son Topica. Ne pas débattre avec la première personne que l'on rencontre, mais seulement avec des connaissances que vous savez posséder suffisamment d'intelligence pour ne pas se déshonorer en disant des absurdités, qui appellent à la raison et pas une autorité, qui écoute la raison et s'y plie, et enfin qui écoute la vérité, reconnaissent avoir tort, même de la bouche d'un adversaire, est suffisamment juste pour supporter avoir eu tort si la vérité était dans l'autre camp. De là sur 100 personnes, à peine une mérite que l'on débatte avec elle. On peut laisser le reste parler autant qu'ils veulent, car desispere et iuris gentium. Et il faut se souvenir de ce que disait Voltaire, la paix veut encore mieux que la vérité, et de ce proverbe arabe, sur l'arbre du silence pendent les fruits de la paix. Le débat peut cependant souvent être mutuellement avantageux lorsqu'il est utilisé pour s'aiguiser l'esprit et corriger ses propres pensées pour éveiller de nouveaux points de vue. Mais les adversaires doivent alors être de force égale, que ce soit au niveau d'éducation ou de force mentale. Si l'un manque d'éducation, il ne comprendra pas ce que lui dit l'autre et ne sera pas au même niveau. S'il manque de force mentale, il s'aigrira et aura recours à des stratagèmes malhonnêtes et se montrera malpoli. Entre le débat in colloquio privato sive familiaris et le disputatio solemnis publica pro gradu, etc., il n'y a pas de différence significative, sinon que le second requiert que le correspondens ait toujours raison par rapport à l'opponens, et qu'il est donc nécessaire qu'il saute des praeses, et qu'on argumente avec ce dernier de manière plus formelle, et ces arguments seront plus volontiers parés de strictes conclusions.